Arnaud Degrave, bonjour. Alors, on est à la présentation à la librairie Torquatis à Perpignan de la revue BOP, photo analogie. Alors, c'est une photo qui traite de l'argentique, mais encore. C'est effectivement une revue qui est principalement basée sur la photo argentique parce qu'elle est éditée et publiée par l'association BOP, qui est une association qui a été créée en 2004 par Barthélémy Longueville et moi-même, avec pour but officiel de promouvoir la photo argentique. Alors en 2004, on n'était pas encore complètement éteint à cause du numérique, mais il se trouve que lui et moi étions tous les deux photographes Et pas éteint. Et pas éteint, et qu'on allait au final disparaître chacun dans son bout de monde, et on voulait rester en contact. Alors on s'est dit on va créer un truc ensemble, et c'est comme ça qu'on a remonté l'association. Les 2-3 premiers membres, c'était des amis à nous qui faisaient aussi de la photo, et pendant 4 ans, on va dire, 4 ans et demi, la seule activité qu'on avait, c'était de faire des photos, de se les montrer, on avait un site internet. Et assez rapidement, avoir uniquement un site internet pour montrer de la photo analogique, ça nous a paru un petit peu, comment dire, pas hyper cohérent, quoi. Parce que pour nous, la photo, c'est avant tout des objets, du papier. Et du coup, on s'est dit qu'on voudrait, dans le cadre de l'association, produire des artefacts, quels qu'ils soient. Donc on a commencé par faire des expositions collectives. La première qu'on a fait ensemble en 2010 ou 2011, c'était au Festival de photos de Copenhague, au Danemark, parce que j'habitais là-bas à ce moment-là. Donc on avait fait une exposition collective basée sur la photo, sur des idées humanistes de photographie, qui nous a bien plu, et en même temps on s'est dit pourquoi ne pas célébrer ce qui était les 5 ans de l'association à ce moment-là en produisant quelque chose. Et du coup, Un artefact. Un artefact, voilà. Et du coup, on s'est dit, on va faire une petite rétrospective, et on a produit ce petit fascicule qui était vraiment une rétrospective des 5 premières années de l'association. On a un de nos membres qui a été en contact avec Reza, et on a donc pu obtenir un avant-propos. Alors Reza, c'est évident pour ceux qui connaissent la photographie, mais pour ceux qui sont plus spécialisés dans le vin et la tripe, qui est Reza? Reza, c'est un photojournaliste iranien. Oui, je pense. C'est ça, il est iranien. iranien. Avec un appareil, oui, penses-tu. Ouais, et c'est un photographe de guerre. Et au moment où on a voulu faire ça, il avait monté un collectif qui aidait les Afghans, je crois, ou plus précisément les Afghanes, il me semble, pour travailler et devenir photojournaliste là-bas. Et il était en France, son assistante était à Paris, donc de fil en aiguille, comme il avait beaucoup travaillé, forcément, puisque c'est un type qui doit avoir 60 ans maintenant, 70 ans, il avait beaucoup travaillé en argentique, il était sensible à nos valeurs, et donc il a accepté de faire l'avant-propos de notre petite rétrospective. Et donc on a produit ce petit truc là qui moi m'a donné envie d'aller plus loin, dans la mesure où c'était moi qui m'étais chargé de faire un peu tout, la mise en page, etc. J'avais jamais touché un logiciel de mise en page avant. Et donc ça nous a bien plu, et on s'est rendu compte aussi que pendant l'exposition, on a vendu cette petite revue, ça plaisait, quoi, les gens trouvaient ça intéressant. Et donc en 2012, on a eu cette idée un peu folle de créer quelque chose. Et moi j'ai toujours été fan de magazines, de fanzines, de ce genre de choses. Et un des préceptes, sans aller jusqu'à parler de philosophie de l'association BOP, c'est qu'on aime bien l'approche punk, do it yourself, chacun fait tout seul, ce qui va bien avec l'argentique dans la mesure où on peut très bien se débrouiller pour faire la labo, développer ses films dans sa salle de bain, faire ses tirages dans sa chambre en mettant du scotch après les fenêtres pour pouvoir avoir le noir, etc. C'est une approche qui va assez bien avec le do it yourself. Du coup, voilà, je me suis dit, allez hop, on fait un magazine. Et voilà, on a recommencé, on a fait le premier numéro, pareil que le premier bouquin. Et au départ, c'était vraiment
qu'une présentation des activités, encore une fois, de l'association. Donc dedans, on retrouve des petits dossiers qui sont des travaux des membres de l'association, et on avait mis à la fin 4 pages pour ce qu'on appelait des expositions invitées. Parce que sur le site, c'était quelque chose qu'on faisait en plus d'autres sites de collectifs, c'est qu'on invitait les gens à proposer des expositions à travers notre site. Et donc on avait 4 pages à la fin du premier magazine, la première revue, de gens qu'on connaissait, on voulait présenter les travaux. Et moi j'avais une petite idée à la tête quand même, qui était de transformer ça en autre chose qu'un portfolio, mais en peut-être quelque chose qui ressemble vraiment à un magazine. Donc assez rapidement, on s'est dit, puisqu'on a réussi à faire le premier, et qu'on avait réussi à en vendre suffisamment pour pouvoir financer le second, on s'est dit on va augmenter le nombre de pages, on va faire des choses un peu plus ambitieuses, et donc on a commencé à avoir des collaborations entre les membres de l'association et d'autres personnes. Donc par exemple dans le numéro 2 du magazine, on a une collaboration entre Arnaud Turel et un urbaniste sur un sujet qu'il a fait à la Chambre sur la ville de la Grand-Motte. Et donc il y a ça, il y a une autre collaboration entre moi-même et un poète de Vancouver, parce qu'à l'époque j'habitais Vancouver. Donc voilà, on a fait ça, et on commençait à vouloir aller un peu plus loin, et du coup j'ai invité, au lieu d'avoir juste 4 photos à la fin de personnes invitées, j'ai invité un ancien photographe du Times de Londres qui avait fait un travail que je trouvais assez intéressant sur Fukushima. Où il était allé à Fukushima 3 mois après le tremblement de terre, et il y était retourné 6 mois après, et il était retourné 1 an après, et il suivait des familles qui essayaient de s'en sortir, et il n'arrivait pas à publier ce truc-là, notamment parce que c'était de l'argentique et du noir et blanc, et donc ça n'intéressait pas trop la presse. Du coup, je lui ai proposé de publier ça dans notre magazine, et c'était la première fois où on avait un article complet, un dossier complet par quelqu'un d'autre. Et j'avais encore une autre petite idée à la tête qui était de finalement diviser la revue en la moitié qui sont quand même nos travaux de l'association en collaboration avec d'autres personnes, mais basés sur ce qu'on fait, et une autre moitié de revue qui serait plus comme un vrai magazine, donc des interviews, des travaux invités. Et dans cette moitié, encore une autre moitié qui serait de prendre des gens entre guillemets inconnus, et de manière à pouvoir mettre leur nom sur la couverture, de manière à pouvoir attirer le chaland, entre guillemets, et ensuite pouvoir publier des gens qui sont un peu en dehors des circuits et qui n'ont pas forcément les moyens de montrer leurs travaux. Donc par exemple dans le numéro 3, on a une interview de Bernard Plossu qui nous permet d'avoir un joli nom en couverture, et ça nous permet de montrer des travaux de gens qui sont moins connus, quoi. Donc c'est un peu ça, voilà, on a commencé par faire ce petit bouquin parce qu'on préférait avoir un objet plutôt que montrer des photos sur internet. On s'est dit tiens, une revue c'est pas mal, et puis maintenant de fil en aiguille on en est à la 3e, et elle fait 150 pages, on a Bernard Plossu dedans et plein de choses, et c'est assez intéressant. Est-ce que l'argentique est à la photo ce que le vinyle est à la musique? Ouais, c'est une analogie qui fonctionne, je pense. Qui fonctionne. Genre le bon son avec le léger craquement, ou le grain pour la photo, quoi. Ouais, le grain fonctionne avec le bon son et les craquements. L'aspect bobo hipster fonctionne aussi, malheureusement. Avant t'avais des cheveux longs et pas de barbe, et tu as fabriqué ce visage exprès pour vendre une photo en argentique. Je suis bûcheron en fait. Ah, d'accord. Ça va avec, je suis obligé d'être comme ça. Sinon ils t'acceptent pas, t'as pas le droit d'acheter de hache dans les supermarchés si t'as pas une barbe, et puis tu me regardes. Un truc qu'il faut que je dise par rapport à l'association, si effectivement on ne fait que de l'argentique dans le cadre de l'association, ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas en numérique à côté. Oui, il n'y a pas d'interdiction. Il n'y a pas d'interdiction. Il se trouve que dans le cadre de l'association, tous les travaux qu'on présente sont des travaux qui sont faits en argentique. On n'a pas du tout de vision, ou au moins de velléité prosélyte, de dire que l'argentique c'est mieux que le numérique. C'est juste que c'est une façon de travailler qui est différente. Des choses qu'on aime bien, notamment toute la partie chimie, s'enfermer dans sa salle de bain pour développer ses films. Oui, et puis dans la foulée on fait de la méthamphétamine, quoi, une fois qu'on est enfermé. Puis moi j'ai pas toujours l'électricité non plus. Voilà, alors ça n'aide pas. Ça n'aide pas.
Et il y a une autre chose qui... Alors là, je parle juste en mon nom, je ne parle pas en nom de l'association, mais pour moi, on a encore une diversité de formats et d'appareils en argentique qu'on n'a pas trop en numérique. Et en numérique, on a les petits compacts et puis on a les gros réflexes. Après, sinon, si on est très 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 riche, on peut aussi avoir du moyen format numérique, mais pour le commun des mortels, c'est le petit compact et puis le réflexe. Bon, il y a d'autres trucs au milieu, mais au final, il y a ces deux types d'appareils. Alors qu'en argentique, pour peu qu'on aime bien fouiner dans les marchés aux puces, les trucs comme ça, on peut avoir plein d'appareils différents qui ont des façons de fonctionner différentes. Donc un rapport au sujet différent, il y a une vraie différence entre ce caché derrière. Une écriture à chaque fois différente. Ouais, il y a un format et un type d'appareil qui a un impact réel, à mon avis, sur le type de projet qu'on peut faire avec. Moi, par exemple, j'aime beaucoup travailler au moyen format avec des appareils où on regarde comme ça par-dessus, ce qui permet d'avoir Rolleiflex ou Hasselblad, ce genre de choses, et qui permet, au moment où on fait des portraits, de ne pas être caché derrière son appareil. Et ça, alors vous me direz qu'on peut, avec les réflexes numériques qui ont les écrans qui se collent dans l'eau, on peut y arriver aussi, mais je pense qu'il y a encore une espèce de diversité dans l'argentique qu'on a peut-être pas forcément en termes de... Le numérique a normalisé, au sens de la norme, le rapport à l'image. Ouais, c'est clair que le numérique a fait entre guillemets beaucoup de mal, d'un côté beaucoup de mal à la photographie parce que tout le monde peut faire beaucoup de photos. On est même photographe en permanence par pléthore d'images. En même temps, il a donné accès à la photographie facilement à plein de gens qui n'avaient pas forcément les moyens techniques ou autres de faire de la photo. On fait du food porn et ça, c'est une avancée. Je ne sais pas si c'est une avancée, mais au moins ça permet et puis ça permet qu'il y ait pas mal de monde qui ait accès à l'image, ça c'est pas mal. Il y a une citation que je dis souvent, ça ne parle pas parce que je la sors souvent celle-là, je suis un grand fan de David Foster Wallace, qui est un écrivain américain, et il a beaucoup travaillé sur la télé par rapport au livre, l'entertainment, par rapport à la littérature profonde. Et il y a un moment, dans une interview, il y a un type qui lui dit « Est-ce que vous pensez que la télé a tué le livre ?» Et il dit « Non, la télé en fait n'a pas tué le livre. La télé, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a rendu notre travail à nous beaucoup plus compliqué en tant qu'écrivain. Et donc au final, elle nous a rendu service parce qu'elle finit par lever la qualité. » Et je pense réellement que le numérique et la profusion d'images à l'heure actuelle, ça finira par élever le niveau parce qu'il y a plus de gens qui le font, donc plus de gens talentueux qui le font. Bon, après, il y a certains paquets qui vont se retrouver sur le carreau, potentiellement moi aussi, c'est pas le problème. Mais au final, je pense que ça monte le niveau. Pas forcément, parce qu'en face, après, il faut un public qui soit assez éduqué pour pouvoir trouver la photo correcte, quoi. Ouais, ça va prendre du temps, mais je pense pas que le public soit moins éduqué maintenant qu'il ne l'était il y a longtemps. Je suis totalement contre éduqué à la photo. Mieux avant. Éduqué à la photo, je veux dire. Parce que c'est une éducation particulière que l'éducation à l'image, etc., le cadrage, quand, pourquoi, comment, qu'est-ce qu'on veut dire, pourquoi la mariée n'a pas la tête dans le cadre, enfin bon, voilà, quoi. Moi, je sais pas, j'ai vraiment du mal à dire que le numérique a tué la photographie. Je pense qu'on est encore dans une période charnière. Non, ça n'a pas tué la photographie, c'est-à-dire que la question pourquoi faire des photos et pourquoi les montrer et qui potentiellement ça peut intéresser, quoi. Au-delà du selfie qui dit c'est intéressant puisque c'est moi. Oui, c'est ça. Mais je pense que le principal problème c'est juste le nombre. C'est-à-dire que dans le cadre de l'argentique, on se retrouve souvent, que ce soit pour des problèmes financiers ou autres, à pas prendre beaucoup de photos. Et du coup, à y revenir et à les regarder plus régulièrement plutôt que d'avoir un stock d'images digitales sur son disque dur. Et au final, on ne les regarde plus jamais, quoi. Et je ne sais pas si on prend l'exemple de la photo de mariage, par exemple. Maintenant, un truc standard de photo de mariage, c'est un DVD avec 5000 photos, plus de la vidéo, plus ceci, plus cela. Au final, est-ce qu'on y retourne? Je ne sais pas. Mais... Surtout après le divorce, non. Alors que si on a une dizaine de beaux tirages, au final, c'est peut-être ceux-là qu'on va mettre sur les murs. Ces mêmes tirages peuvent être faits en faisant une belle sélection à partir de photos numériques. J'ai pas vraiment... Oui, mais le côté profusion, effectivement,
tue la singularité. Peut-être, peut-être. Ou alors elle lui rend service en faisant que si singularité il y a, il faut qu'elle sorte tellement du lot par rapport à la profusion qu'elle est vraiment supérieure. La question, c'est sur la photo de Capa et du républicain espagnol, s'il en avait eu, s'il pouvait mitrailler, lui aussi, si j'ose dire, est-ce qu'il n'aurait pas eu à s'enquiquiner, à avoir la photo, quoi. Et du coup, il serait moins capable, puisque tout le monde serait capable d'être Capa. Ouais, il y a beaucoup de polémiques sur cette photo. Je sais pas si ça Oui, si, c'est vrai. Maintenant que tu m'en parles, oui, mais on va faire comme si. On va faire comme s'il l'avait vraiment pris et qu'il était vraiment posé tout ça. Ouais, je sais pas, parce qu'il y a tellement de photographies différentes. Le photojournalisme, c'est une chose, et la photo artistique, des gens qui prennent en photo des fleurs ou des paysages, c'en est une autre. Il y a tellement de choses. Et effectivement, la révolution du numérique a changé toutes ces choses, peut-être de manière un peu différente. Mais ouais, moi je vois pas vraiment de différence. Justifier les moyens au final parfois. Il se trouve que moi j'aime travailler avec, dans le cadre d'une photo argentique, dans certains cas, et c'est le cadre qu'on s'est fixé avec l'association. Pour revenir au magazine, c'est quoi l'impact souhaité? À qui ça s'adresse? Ça s'adresse à tout le monde, je pense, qui a un intérêt pour la photographie. Il faut avoir un intérêt pour la photographie parce qu'il y a quand même 2-3 articles qui sont un peu techniques dedans, notamment dans le numéro 3, on a un article complet sur le développement des pellicules au café soluble. Yeah. Et donc ça, bon, évidemment, si on n'est pas photographe, c'est un truc qui risque de nous passer. Si on boit du thé, pareil. Si on boit du thé, on n'arrive pas. Par contre, on n'a pas réellement de ligne éditoriale, c'est-à-dire que c'est extrêmement opportuniste comme façon de faire. C'est les gens qu'on rencontre, les gens avec qui on interagit, les gens qu'on aime bien. On fait des dossiers, mais il n'y a pas vraiment de ligne éditoriale. La seule constante, c'est cet aspect projet assez long. On aime bien les choses un peu longues. On a la possibilité là, de s'exprimer sur des vingtaines de pages. Et puis de faire un peu ce qu'on veut, puisqu'on n'a pas de publicité ni rien, donc on fait ça comme on l'entend. C'est le rapport au temps long qui est important. Ouais, il y a ça. Par rapport à la narration, puisque la photo, c'est une autre manière de raconter une histoire. Tout à fait, ouais, tout à fait. Mais je pense réellement que n'importe qui a un petit intérêt pour la photographie trouvera quelque chose dans le magazine. Si vous êtes intéressé par le photojournalisme, je prends par exemple le cas du numéro 3, dans lequel on a un travail sur SOS Méditerranée par Édouard Elias, par exemple. C'est du pur photojournalisme. Et c'est très bien documenté. Si vous êtes intéressé plus par la photo un peu plus artistique, il y a un travail sur la macro, une relation à la solitude en prenant des photos de macro de petites plantes. Si vous aimez la photo à la Bernard Plossu, on a l'expo de Bernard Plossu. Il y en a vraiment pour tous les goûts dedans. Hein. C'est pas une. Alors à la Bernard Plossu, là, je te demanderais de préciser, parce que bon, pour toi c'est évident. Je pense que c'est évident pour personne ce que fait Bernard Plossu en fait. Voilà, non, mais on sait qu'il a vendu beaucoup de disques, mais que met-il dedans, quoi, tu vois? Explique-nous, parle-nous de Bernard. Je suis pas le meilleur placé pour parler de Bernard Plossu dans la mesure où c'est une autre personne de l'association qui s'est occupée de cette partie-là. Mais bon, c'est un photographe qui a été important principalement dans les 60-70 parce qu'il avait une approche très anti-technique de la photo par rapport à... Oui, parce qu'il perdait son sang-froid anti-technique. Désolé. Parce qu'il était toujours en voyage, il avait des appareils photo qui n'étaient pas forcément hyper avancés, il utilisait beaucoup les appareils photo jouets de l'époque. Et ouais, c'était quelqu'un qui était assez important. C'est le Pascal Commelade de la photo, quoi. Peut-être. Oui, tu connais pas Pascal Commelade qui... Pascal bon. Mais je t'en veux pas. Hein. Et par exemple, c'est assez intéressant, il avait cette idée que le paysage ne s'imprime pas en 4 mètres par 5. Pour lui, un paysage, ça doit se mettre en tout petit. Donc il a fait avec sa femme, qui est celle qui faisait ses tirages la plupart du temps, des impressions de ces tirages qui étaient vraiment des impressions,
C'était pas de la planche contact, mais quasiment la taille du négatif. Et comme nous, on a de la place et qu'on peut faire ce qu'on veut, et que c'était quelque chose qui était important pour la personne qui s'en occupait de l'association, on a réussi dans le magazine, à avoir 6 pages où on a des photos en toute petite vignette avec beaucoup de blanc autour, ce qui a fait beaucoup plaisir, qui fait très plaisir à Bernard quand il l'a vu. Et voilà, et ça c'est une vision de la photographie. Après on la partage ou on ne la partage pas. Il y a des gens qui trouvent ça complètement naze, il y a des gens qui trouvent que c'est fantastique. Et voilà, ça nous plaît de montrer un autre aspect de la photographie. L'argentique, est-ce que c'est une espèce de dandisme, voire de snobisme en fait Ça peut. Voilà, genre, moi je suis pas comme tout le monde, je fais pas des selfies, je mange bio et je fais de l'argentique. Ouais, je pense qu'il y a une certaine catégorie de la population qui effectivement le voit de manière hipster. Mais bon, dans tous les troupeaux, il y a des brebis galeuses. Oui, voilà, effectivement. Il y a des gens qui écoutent des vinyles parce que c'est cool d'écouter les vinyles, et puis après ils vont télécharger sur internet pour mettre dans leur lecteur MP3 pour aller dans le bus, parce que c'est pas hyper pratique. Oui, parce que moi j'ai un gramophone portable, mais c'est vrai que c'est pas évident. Et puis il y a des gens qui font de l'argentique parce que l'homographie a dit mettez un film pourri, faites n'importe quoi, et de toute façon ça sera joli, ce sera de l'art. Moi je pense que c'est très difficile de faire un beau projet avec un appareil photo de type Olga, parce que le seul réglage c'est d'appuyer sur le bouton, et que donc du coup il faut vraiment être capable de bien maîtriser son environnement pour pouvoir faire une bonne photo. Tu terraformes autour pour avoir une photo correcte? Bah, quasiment, ouais. Vu qu'on sait pas, on sait que le machin va obturer à 1/100 et puis qu'il ouvre à F8. Si on n'est pas capable de se dire cette lumière va me permettre de faire une photo qui marchera, au final c'est beaucoup plus technique. Mais c'est pas ce que dit l'homographie. L'homographie dit faites n'importe quoi, ça sera de l'art. Et ça, bon, vous comprenez bien que c'est un truc qui me... Oui, on sent bien qu'il y a une espèce de ressenti comme ça, d'énervement, d'acrimonie. L'homographie, c'était il y a 5-6 ans quand même. Ouais, mais on aura leur pas, on les retrouvera, quoi, t'inquiète. Sans doute, ouais. Mais d'un autre côté, ils ont donné le goût de la photo argentique à pas mal de gens à travers ça, et voilà. Tu vois, t'as dit pas mal de gens, t'aurais pu dire n'importe qui, t'as choisi pas mal de gens, et ça c'est beau. Ah oui, ouais. J'essaye de pas être trop vieux coniste. Alors l'objectif du magazine, si t'avais de l'argent, on va commencer par là, parce que là... c'est une grosse hypothèse. Ouais, non mais un braquage réussi, une vieille dame riche à qui tu te plairais... Une carrière de gigolo. Bah écoute, hein, c'est comme le journalisme indépendant, ça rapporte pas beaucoup. Mais je m'y suis fait aux vieilles dames. Passons. Et donc, comment tu investirais dans le magazine ou alors tu te barrerais aux Bahamas, tu n'auras plus rien à foutre de la photo. J'irais faire le magazine aux Bahamas, ouais. Non, déjà si on avait, admettons qu'on a un pool d'argent et qu'on peut en faire ce qu'on veut, déjà j'essaierais d'avoir une périodicité un peu plus régulière qu'exotique. Ouais. Parce que pour l'instant, on fait le numéro N+1 quand on a réussi à rentabiliser les précédents. Dans la mesure où on ne veut toujours pas de pub. On a quand même des subventions, que je remercie au passage d'ailleurs. Oui. Donne les noms parce qu'ils seraient contents. Par exemple, dans le numéro 3, on a une belle subvention de la communauté de communes du Grésivaudan, près de Grenoble, parce que c'est là qu'on est basé, et donc ils nous ont pas mal aidés. Et il y a un dossier de 40 pages sur Madagascar, parce que j'ai travaillé en tant que photoreporter là-bas pas mal, et en partenariat avec un projet scientifique qui s'appelle Alarella et qui est drivé par le TH de Zurich, et ils nous ont acheté 50 magazines pour pouvoir les donner à leurs partenaires, et ils nous ont aussi donné de l'argent pour nous permettre de produire le numéro 3. Donc ça nous aide pas mal évidemment. Donc pour répondre à la question, je pense que si effectivement on avait suffisamment d'argent et qu'on pourrait le produire quand on veut, déjà j'essaierai de le faire tous les ans, au lieu de tous les à peu près 2 ans quand j'y arrive. Ouais. Et j'essaierai d'imprimer en local, parce que pour l'instant on imprime en Chine, et d'imprimer sur du papier. C'est les inventeurs de l'imprimerie après tout. C'est vrai. C'est logique. Mais on ne le fait pas pour ça, malheureusement. Et d'imprimer sur du papier durable, utiliser une encre durable, avoir une approche un peu plus respectueuse de l'environnement, parce que c'est des choses qui sont importantes et pour moi et pour d'autres personnes qui sont dans l'association. Mais d'un point de vue contenu, je ne pense pas qu'on changerait grand-chose. Je pense qu'on resterait dans cette approche de montrer les travaux qu'on fait. Autant de pagination, c'est-à-dire 150 pages pour le dernier ? Ouais, 150 pages, ça me paraît être un bon chiffre, parce que ça nous permet d'avoir vraiment suffisamment de place pour s'exprimer et de ne pas se dire « Ah ben mince, on a envie de mettre ça, mais on est raccordi au point de vue place ».
Ça me permet peut-être d'aérer un peu plus les choses aussi en tant que maquettiste. Et après, monter au-delà de 150 pages, ça fait un objet qui est très lourd. Oui. Et l'envoyer par la poste, c'est compliqué. Ouais, mais bien lancé, ça fait mal. Non, 150 pages, un format magazine. Garder un prix de vente assez réduit, parce que c'est vrai que dans l'argentique à l'heure actuelle, il y a pas mal de revues qui se créent. Il y a Halogénure par exemple, qui sont des gens qu'on connaît et qui font une très belle publication, mais ils sont dans le MOOC, cette espèce de machin moitié revue, magazine, moitié livre, moitié parce livre. que MOOC ça vient de book. Book et magazine book, ouais. Et moi j'aime pas trop. Je trouve que c'est un objet à part, et nous on veut rester au format magazine. Donc au final, en tant qu'objet et contenu, je ne changerai pas grand-chose. J'essaierai juste de rentrer un peu plus dans mes valeurs personnelles, environnementales avec la production, et puis de le faire de manière un peu plus régulière. Oui, tiens, parlons de toi à propos. Toi, tu aimes bien dans ton travail. Tu aimes la nature, tu es très William Thoreau, comme ça, le retour aux forêts. Ouais, la montagne plus qu'à la forêt, mais j'ai une formation de forestier. Et puis dans mes travaux personnels de photo, reportage ou de photographie un peu plus artistique, je travaille quand même pas mal sur les forêts et l'utilisation du territoire. Donc tu es un photographe de la data, enfin pour ceux qui se souviennent de ce que c'était, direction de l'aménagement du territoire. Ah ouais. Tu sais, à l'époque où la France avait des plans, tout ça, pas des grosses plans, des plans, commissariat aux plans, tout ça. Non, j'aime bien le concept de développement durable avec les 3 piliers économique, écologique et social. Et donc la plupart de mes projets qui sont un peu grands et un peu longs, j'essaie d'adresser les 3, c'est-à-dire de m'intéresser à des problématiques écologiques, souvent avec les forêts parce que c'est juste un intérêt que j'ai personnel, mais sans éliminer l'aspect qu'il faut avoir une économie qui va avec pour que ça fonctionne et qu'il y a des gens dedans qui travaillent. Du coup, j'ai une approche un peu ethnographique. Je sais que je vais me faire taper dessus par tous les ethnologues du coin parce que j'ai pas de formation. Oui, parce que t'as pas payé ta cotisation. Hein. Voilà. Quand on s'est croisés il y a 2 ans, pendant Visa, tu es exposé sur des forêts africaines. Oui, c'était un travail que j'avais fait avec le CIRAD de Montpellier sur un projet qu'ils avaient sur le bassin du Congo. Leur concept, c'était qu'ils arrivaient en étudiant 3 endroits à différents stades de déforestation, transformer l'aspect gradient géographique en gradient temporel. Et un des profs qui s'occupait de ça, il m'a envoyé sur le terrain pour me demander de travailler sur une espèce de contexte socio-économique écologique d'un de ces endroits où il y avait une grosse compagnie forestière qui exploitait la forêt, voir un peu comment ces gens vivaient là-bas et avoir une approche plus sociale on mesure le pH des arbres et compagnie. Donc, c'était un des aspects parce qu'ils travaillent beaucoup sur les aspects sociaux, ils font des choses beaucoup plus variées que simplement faire juste de la biologie qui est très importante à faire, soit dit au passage, mais ils voulaient avoir une autre approche et ça s'est terminé par une exposition photo un peu interactive dans une grande conférence de biologie tropicale à Montpellier où je montrais des photos sans contexte de manière à favoriser des discussions. Donc en fait je demandais aux gens de se promener dans cette exposition où ils voyaient des choses. Je leur disais que les photos elles présentaient des aspects négatifs et des aspects positifs de ce qui se passait là-bas. Et je leur demandais de juger les photos pour savoir si elles étaient positives ou négatives. Et ensuite, durant la présentation, on faisait un rapport entre ce que les locaux voyaient comme négatif et positif, parce qu'ils avaient un sens du contexte, et ce que ces gens qui venaient et qui voyaient juste ces photos sans légende en pensaient. Alors, moi, je n'ai pas réinventé la roue de brouette. La légende par rapport à la photo, le contexte, c'est un truc qui est connu. Mais ça permettait à ces scientifiques qui allaient à des conférences d'avoir une vision différente et de les faire discuter entre eux pendant l'exposition, et ça a plutôt pas positif et négatif. Le positif, c'était les actionnaires s'enrichissaient. Le négatif, c'est que les locaux s'appauvrissaient, ou j'ai une vision trop marxiste. Ça dépend de qui regarde la photo. Ça dépend du contexte. Donc, on plaisantait sur le fait qu'avant tu étais bûcheron. Tu n'as pas toujours été photographe, comme disait Guillaume de Baskerville à son novice Atso dans Le Nom de la Rose, même les moines ont un passé. Et toi, tu es même un passif. Qu'est-ce que tu faisais dans ta jeunesse? Alors, avant d'être bûcheron, j'étais mécanicien.
été prof de génie, enfin je suis docteur en génie industriel et j'ai été prof de méthode de conception mécanique à l'échelle microscopique pendant 6-7 ans au Danemark. Et ensuite, voilà, durant ces 6-7 ans, j'ai monté un groupe de recherche avec d'autres personnes sur les impacts environnementaux des technologies, ce qui m'a fait me prendre un peu conscience des problèmes environnementaux. À un moment, j'en ai eu marre pour diverses raisons et je suis parti me reformer. Donc j'ai passé un master en gestion durable des écosystèmes forestiers, parce que j'ai toujours aimé la forêt. Et donc voilà. Et en fait, la photo, c'était plus ou moins en parallèle, mais je me suis aperçu que ça fait bien 5-6 ans que quasiment tous mes projets photos tournent autour de la forêt ou de l'exploitation du territoire, tel qu'on en a parlé juste avant. Et donc il y a une espèce de continuité environnementale, on va dire. La grosse composante, c'est une composante environnementale. Ouais. Alors, on arrive au moment fabuleux où, si la foule veut s'exprimer, la multitude, comme dirait Jésus-Christ à Saint-Matthieu, Saint-Paul et Saint-Marc. Donc, est-ce que vous avez des questions? On peut flouter vos visages lors de vos interventions. Tout est dit, hein. Voilà, c'est un sens du résumé qui t'honore. Merci beaucoup. Candidat suivant. Non effectivement, présentation vachement complète. Ça donne envie d'aller voir la revue. Qui est derrière? Voilà, monsieur ici. Voilà. Et du coup, j'ai pas bien compris, mais aujourd'hui, ton activité, elle est 100% tournée vers la photographie? Ouais. Okay. Ouais, en ce moment, je dérive tous mes revenus, ou je dérive toute mon absence de revenus de la photographie. Ouais. D'accord, ok. Ouais. Donc c'est moitié des projets que j'essaye de monter avec des universités ou avec des instituts de recherche, parce que qui travaillent dans le domaine des sciences naturelles et de l'environnement. Et une autre partie, on va dire, je suis représenté par l'agence Le Pictorium de photoreporters, et donc j'essaie de vendre des reportages à la presse qui sont plus ou moins toujours aussi tournés vers des problématiques sociales et environnementales. Voilà. Donc c'est vraiment un alliage entre tes anciennes formations et une visée très utilitariste, dans le sens où c'est la photo c'est presque activiste pour une cause en particulier grâce à la photo. Oui, il y a extrêmement peu de militantisme en moi, parce que je suis vieux peut-être. Ouais, peut-être indirect. C'est sûr qu'il y a une volonté de montrer les choses, et il y a une volonté de montrer les choses qui ne sont pas extraordinaires et évidentes. La plupart de mes projets, c'est pas l'impact de l'extraordinaire. J'essaie toujours de m'attacher à des gens normaux qui sont en situation anormale et qui essayent de se dépatouiller avec ce genre de choses, et donner une voix à des gens qui ne l'ont pas d'habitude, il y a quand même pas mal de photojournalistes qui font ça avec ce genre d'idées en tête. J'essaie de pousser un peu le bouchon un peu plus loin et de vraiment toujours prendre les sujets un peu à rebrousse-poil. Par exemple, il y a 2 ans, lors d'un de mes séjours à Madagascar, j'ai travaillé sur les mines illégales, et la plupart des travaux qui sont sortis dans le photojournalisme sur les mines illégales, c'est le carnage absolu qui existe au moment où la mine est en activité. Donc effectivement, c'est un vrai carnage, qui soit environnemental ou social. C'est le Far West, hein, c'est l'horreur absolue. Et moi, j'ai choisi de traiter ça en prenant le sujet un peu à rebrousse-poil, en allant à un endroit où la mine il y a eu un passage, un boom minier pendant 2-3 ans, puis après, il n'y avait plus de pierre, donc la mine s'est déplacée ailleurs. Et là, il reste des gens, 5-10 ans après. Et voilà, moi, je me suis intéressé à qu'est-ce qui se passe pour ces gens-là, quoi. Donc l'après, le non-événement, entre guillemets. Voilà, c'est un peu ça. Et ça en revient à essayer de donner une voix à ces gens-là qu'on n'entend jamais, puisque dès que l'événement se déplace, la vision des médias se déplace avec l'événement, ce qui est normal, hein, parce qu'on est tous à l'affût de quelque chose d'extraordinaire qui se passe, et quand on essaie de regarder par derrière, c'est un peu plus compliqué à mettre en place. Moi, c'est des choses qui m'attirent énormément, ce genre de truc. Et pour rebondir sur ce que tu dis, que ma formation m'aide, effectivement, ma formation scientifique m'aide par exemple à discuter avec les profs
sur les projets universitaires, parce que je parle un peu le même langage qu'eux, et puis ça permet d'avoir une façon différente de se comporter par rapport à eux. Et puis comme ça me permet aussi d'assouvir ma soif, de continuer à tripatouiller avec la science, des choses comme ça. Et du coup, comment t'en es venu à la photo argentique, dans le sens où est-ce que c'était pas une démarche qui était purement esthétique à la base, ou est-ce qu'il y avait déjà une volonté de raconter quelque chose, ou alors est-ce que c'était... parce que, bon, je sais pas pour quelle raison on vient tous à la photo, ou à la photo argentique en particulier. Moi, je sais que ce qui m'intéresse, c'est maîtriser le plus possible le processus de création d'image. Je pense que ça doit être aussi commun à la plupart. Ouais, je pense. Et dans une visée à la base purement esthétique. Et puis après, bon, on découvre un peu ce qui nous plaît, ce qu'on peut raconter avec la photo. Alors, moi, j'ai pas eu le choix quand je me suis mis à la photo. De toute façon, le numérique n'existait pas à l'époque. Oui, c'est vrai. Donc, tu vois, c'est pas un choix que j'ai fait en 2015 de se dire tiens, la photo argentique existe, la photo numérique existe, je vais me mettre à l'argentique plus tôt. Moi, quand j'ai commencé, il n'y avait pas de numérique. Donc ça, c'est un des premiers points. Moi, je suis venu à la photo un peu par hasard. À 25 ans, à 25 ans, je me suis mis au skateboard. C'était une très 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 mauvaise idée à 25 ans de se mettre au skateboard. Et comme j'étais très 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 mauvais, j'allais sur les skateparks et puis au bout de 5 minutes, je savais plus trop quoi faire. Donc je commençais à prendre en photo de mes potes qui skataient avec un tout petit compact. Et puis je prenais mes photos qui étaient totalement nazes par rapport aux photos des magazines qui étaient géniales. Donc je me suis dit, ça doit être parce que j'ai un mauvais appareil. Donc j'ai acheté un plus gros appareil. J'ai refait les photos qui étaient toujours totalement nazes. Et puis après, j'ai été complètement happé par faire des images, quoi. Mais j'ai jamais eu, je crois, une approche purement esthétique. Assez rapidement, j'ai voulu raconter des trucs. Et donc de environ 2000 jusqu'à 2006, j'allais partout et je faisais des photos. Et en 2006, pour la première fois, dans le cadre de l'association Bob d'ailleurs, je suis parti quelque part pour faire des photos et pas partir quelque part et faire des photos. Il y avait un de mes collègues à l'université au Danemark dont l'oncle était prêtre missionnaire catholique au fin fond de la jungle des Philippines. Un soir, on était bourrés comme des coins. On a dit ouais, il faut y aller le voir, l'oncle Padre Victorio, il faut y aller et tout. Et puis j'y suis allé. Et donc j'étais me paumer au fin fond de la jungle pendant un mois à découvrir ce que faisait un prêtre missionnaire catholique en 2006. Donc j'avais dans la tête tout plein de stéréotypes absolument abominables, principalement basés sur le film The Mission. Je me voyais au fin fond de la jungle à me faire tirer dessus à l'arquebuse. Des Portugais. Voilà. Qu'est-ce que c'était là, bon Dieu. J'y quand même allé. J'y suis quand même allé, j'ai quand même passé 3 semaines là-bas à essayer de comprendre un peu ce qu'il y faisait. Et je suis rentré au Danemark totalement déçu parce que j'avais l'impression d'avoir fait du mauvais camping à la Grand-Motte. J'avais l'impression d'avoir rien vécu, tu vois, des trucs habituels. Même pas mordu par un serpent. J'ai chopé une amibe quand même. Ah, quand même. J'ai fait une petite dysenterie, donc j'ai fait un petit peu l'aventurier. Et quand je suis rentré, j'ai traité mes photos, j'ai fait une exposition que j'ai exposée à l'Institut français du Danemark. J'ai vendu les photos, j'ai tout envoyé au prêtre pour qu'il achète des fournitures scolaires pour les étudiants, pour les enfants dont il s'occupait. Et grosso modo, c'était la première fois que je faisais du photojournalisme, quoi. Et ça, j'ai tout fait en argentique, forcément, puisque déjà, j'avais même pas d'appareil photo numérique, de toute façon, à l'époque. Et puis, c'était clairement dans le cadre de l'association BOP. Et je crois que c'est ça un peu qui m'a... Enfin, après, pour reprendre une métaphore de mécanicien, j'ai mis la cravate dans le mandrin, et c'est parti, quoi. Mais il y avait une vraie volonté de raconter quelque chose. Alors à l'époque, j'avais 0 compétence en editing, encore très peu à l'heure actuelle, mais un peu plus parce que maintenant, ça fait quand même 2 ans que je suis photojournaliste. Mais donc c'est très discutable si je raconte une histoire ou pas avec cette exposition. Mais au final, il y avait une volonté narrative derrière, je pense. Et puis après par contre, j'ai plus jamais fait de photos juste comme ça pour le fun, quoi. À chaque fois, c'était monter un projet.
que ce soit un projet conceptuel ou un projet narratif. Mais maintenant, ma conception de la photo, j'ai vraiment beaucoup de mal à me trimballer avec mon appareil photo, puis prendre des photos comme ça en ville, faire de la street photographie. C'est plus du tout un truc que je fais maintenant. Vraiment, c'est tout basé sur des projets avec soit un concept fort, soit une narration. Et du coup, dans le cadre de l'association BOP, c'est quelque chose qu'on met en avant beaucoup, et on s'entraide. Par exemple, en 2015, avec Arnaud Turel, on a fait un projet en collaboration où moi j'étais en road trip au Portugal, et lui était resté à Grenoble, et on a fait une exposition collaborative qu'on a appelée La Modification, où tous les jours, on faisait des triptyques. On s'est juste collé une contrainte technique, parce que dans l'idée du dogma, tu colles une contrainte pour augmenter la créativité. Donc on s'est donné comme contrainte de faire des triptyques à la prise de vue au demi-format. Et donc je faisais un triptyque, et je lui envoyais par texto des mots en rapport avec ce triptyque. Lui devait faire des photos en fonction de ce que ces mots lui inspiraient. Il m'envoyait ces mots à lui, et on a fait un ping-pong comme ça pendant 13 jours. Et on l'a exposé à Grenoble, avec des photos, nos triptyques préférés, en un peu grand, un peu joli, et une installation où on voyait la carte avec mon trajet et les endroits où j'avais fait les photos, son trajet autour de Grenoble, les endroits où j'avais fait les photos, et puis des ficelles qui reliaient les photos, un peu comme dans ces films où on cherche un serial killer et tout ça. Et c'est ce genre de projet un peu conceptuel et non narratif pour le coup, qui fait que dans le cadre de l'association, on peut aller assez loin, je trouve, en termes de travaux. Je sais plus pourquoi je dis ça, mais ça me paraissait important. Parce qu'il t'a posé une question, je pense. Et moi, je me demandais aussi, du coup, tu dis quand tu as commencé la photo, la question ne se posait pas, c'était de l'argentique, forcément. Mais du coup, est-ce qu'au début, déjà, tu avais l'intention de développer et tirer toi-même, ou alors ça, c'est venu avec le temps, puisque c'est quand même quelque chose qui... aujourd'hui, c'est une démarche qui peut être faite en se disant, bon, j'ai envie de créer la photo depuis le départ jusqu'à l'arrivée. Et comment on vient à cette idée-là, à cette envie de tirer ses propres photos, quand à la base, on n'a pas besoin de le faire, quoi. Ouais. Même si encore aujourd'hui, on n'a pas forcément besoin de le faire, parce qu'on peut trouver des professionnels qui le font pour nous. Bien sûr. Mais c'est vrai que ce retour à l'argentique, il soit accompagné. D'abord, je pense que se dire je fais de l'argentique parce que je veux maîtriser le processus de bout en bout, je pense que c'est totalement faux. Je pense que les photographes numériques maîtrisent leur processus de bout en bout. Ils font de la prise de vue de la même façon que l'argentique, ils font leur traitement sur n'importe quel logiciel qu'ils aiment sur l'ordinateur, et après ils vont la faire imprimer, ou alors ils ont l'imprimante chez eux, mais au final ils maîtrisent quand même leur processus. Donc je pense que faire une différence là, elle n'a pas lieu d'être. Je pense qu'il faut vraiment le faire parce qu'on a envie de le faire de manière argentique, plutôt que de se dire comme ça je maîtrise mon procédé. Parce que des fois en chimie, moi je maîtrise pas trop ce que je fais. Tu confonds maîtriser et comprendre, mais aussi même pas. Moi je ne sais pas ce que la chimie fait sur le film parce que je ne suis pas chimiste. De la même façon que je pense qu'un photographe digital ne sait pas ce qui se passe au niveau de son capteur. Il y en a qui savent, mais c'est pas le problème, quoi. Soit tu es un geek et puis tu t'intéresses au truc et tu vas au fond, soit tu te dis c'est un outil et moi je produis de l'image avec. Donc je pense que cette dichotomie là, je pense qu'il faut pas la faire. Après, je pense que c'est dommage de faire de l'argentique et de ne pas tout faire soi-même, parce que c'est intéressant et c'est super agréable aussi. Et pour répondre à ta question, comment moi j'en suis venu à essayer de tout faire, quand j'ai commencé à faire de la photo donc argentique, parce que je n'avais pas le choix, je faisais comme tout le monde, j'amenais mes pellicules à la FNAC pour les faire développer, et puis je les ai tirées, et puis je les ai découpées, et je les ai posées dans un album. Et lors d'un voyage à New York, j'ai vu l'exposition de Eugene Smith sur son travail sur la sidérurgie je me rappelle plus le nom de la ville, son travail sur la sidérurgie qui est assez connu. Et les photos, les tirages, c'était les tirages qu'il faisait lui-même, et lui était complètement malade, il passait genre 48 heures en labo à faire ses tirages, c'était un fou. Et quand tu vois ces tirages et que tu te baves devant parce qu'ils sont tellement magnifiques, t'as qu'une seule envie, c'est toi-même d'essayer de le faire. Et donc, voilà, j'ai fait ce que je suis rentré en France, et puis j'étais dans une brocante, j'ai trouvé un laboratoire, je l'ai installé, et puis je m'y suis collé,
Et puis après, c'est juste que c'est super, quoi. Être en labo et tirer, c'est juste génial. Le moment où tu fous ton papier dans le révélateur et puis la photo sort, tu vois le monsieur à côté de toi qui opine de la tête, c'est un moment qui est magique, quoi. C'est super. Et après, on peut faire tellement de choses, quoi. Quand tu commences à te plonger dans les techniques de tirage, que tu commences à faire du tirage multigrade, à faire tes masques avec tes mains, changer ton filtre pour apporter du contraste dans un bout de l'image et tout. Enfin, tu te rends compte qu'il y a tellement de choses que tu peux faire, hein, et ça ouvre des possibilités assez énormes, et c'est juste hyper intéressant, quoi. Mais je pense que n'importe qui sous Photoshop qui maîtrise un petit peu est capable de rajouter du contraste par là, faire un masquage par là. Parce que tout ce qu'il y a dans le logiciel, c'est ce qu'on faisait. C'est ce qu'on faisait avant. Ouais. Il y a les mêmes termes pour. Oui. Tout à fait. Longtemps, sur mes photos numériques, je me forçais à ne pas faire ce que je n'aurais pas su faire moi-même en laboratoire. Ce qui se casse un petit peu. C'est comme les gens qui se forcent à ne jamais recadrer, tu vois. Chose que je fais, hein. Tu me verras pas recadrer une photo argentique, mais alors que je le fais de manière totalement éhontée en numérique. Ouais, je pense réellement, je veux vraiment pas dire qu'il y a un truc qui est mieux que l'autre, quoi. C'est juste que c'est une approche personnelle, et puis il faut se faire plaisir à le faire. Et moi, je prends énormément de plaisir à tirer des photos en laboratoire, et donc voilà, je fais ça.